Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le mardi 30 septembre. Voici les titres de ce journal. Les professions libérales restent unies et descendent ensemble dans la rue. Ce matin, près de 500 pharmaciens, avocats ou encore architectes se sont fait entendre à La Roche-sur-Yon, comme partout ailleurs en France. Les familles vont devoir s'adapter. Les allocations et les durées de congés vont être diminuées au 1er janvier. C'est donc l'inquiétude du côté des associations familiales. Enfin, plus légèrement, rencontre avec une romancière vendéenne qui sort son 2e livre. L'occasion pour France Duclos de se raconter, mais dans une fiction. Ce mardi est donc marqué par cette mobilisation des professions libérales, une mobilisation qui a été largement suivie par les professionnels de la santé et du monde juridique. Chaque secteur conteste en effet le projet de loi qui mettrait fin à leur monopole. À La Roche-sur-Yon comme ailleurs, les professionnels se sont donc fait entendre dans la rue. Ils étaient près de 500 ce matin. Reportage de Guillaume Lefort. En blouse blanche ou en robe noire, la manifestation est partie ce matin de la place Napoléon. Au cœur du cortège, 10 professions libérales. 10 professions libérales et une seule inquiétude, l'ouverture des professions réglementées envisagée par le gouvernement. Ça fait baisser les prix sur du low cost et à ce moment-là, dans les cabinets low cost, on sait que la qualité disparaît. Il n'y a plus de qualité, il n'y a plus de garantie de qualité et ça fait monter les prix ailleurs parce que lorsque les professionnels, nécessairement comme partout, lorsque les professionnels sont en concurrence, quand ils ont le malheur de trouver ou le bonheur de trouver un patient, eh bien ça va coûter plus cher. Et ça, c'est pas du tout ce que nous souhaitons. De la vente de certains médicaments en grande surface jusqu'à l'ouverture du capital de certaines professions en passant par la suppression du numerus clausus, l'idée est donc bien de faire baisser les coûts. Pas si simple pour les manifestants comme ces avocats présents dans le cortège. On ne peut pas réduire les coûts puisque déjà ils sont déjà limités et que si on limitait les coûts, on ne pourrait pas payer le personnel et ça serait les morts financières des sociétés. Donc on nous donne les moyens. La difficulté de la justice actuellement, mais ça au niveau des tribunaux c'est flagrant, c'est qu'on n'a pas assez de moyens. Il n'y a pas assez de moyens et qu'on nous donne les moyens avant de réformer des choses qui peuvent bien marcher. Pour certaines professions, des négociations se sont déjà engagées avec le gouvernement. C'est le cas des notaires qui envisagent de maintenir la pression. Des choses positives ont pour l'instant été acquises, comme le fait que le capital de nos études ne puisse pas être ouvert à des capitaux extérieurs, parce que là on crée des vraies rentes de situation. On aurait eu des financiers qui auraient dirigé les études et qui en auraient retiré les bénéfices. Ça, nous y sommes farouchement opposés. Au-delà des inquiétudes bien palpables, il y a ce flou qui entoure la réforme. Vendredi dernier, le ministre de l'économie a reçu l'UNAPL, assurant qu'il y aurait plus de débats. C'est à peu près tout ce qu'on sait aujourd'hui puisque le rapport sur lequel est fondée l'activité aujourd'hui du gouvernement, ce rapport qui fait 900 pages, a été rendu public avant-hier, alors que ça fait 2 mois et demi qu'on parle de ce rapport. En fin de matinée, le cortège s'est dispersé. Sans réaction du gouvernement, l'UNAPL prévoit une nouvelle manifestation dans les prochaines semaines. Et ajoutons que les professionnels vendéens ont été reçus ce matin à la préfecture, au conseil général et à la mairie de La Roche-sur-Yon. Et on l'a vu, les professionnels de santé notamment se sont largement mobilisés et plus particulièrement les pharmaciens. 98% d'entre eux ont en effet suivi le mouvement. Mais pour pouvoir répondre aux urgences, en Vendée comme ailleurs, une officine par secteur est restée ouverte, ce qui a pu entraîner parfois des files d'attente. Notre journaliste s'est rendu à Grosbreuil, au Château d'Olonne et à La Roche-sur-Yon. Mon sens, elle est justifiée parce que il faut se rendre à l'évidence que tous les professionnels de santé, comme les médecins de tout ordre, généralistes ou spécialistes, ils sont tenus de respecter des critères bien stricts. Et puis c'est au détriment de la santé des gens. Il ne faudrait pas que ça dure 15 jours, c'est sûr que... Mais bon, pour aujourd'hui, non, ça ne me pose aucun problème. Pour trouver la pharmacie de garde, c'est pas très simple. Donc j'ai dû téléphoner au commissariat pour savoir laquelle qui était ouverte. Ça, c'est un petit peu handicapant. On assure une garde comme un dimanche. La seule différence, que le dimanche, c'est croix verte allumée. Aujourd'hui, c'est croix verte éteinte pour bien montrer qu'on est en grève. Donc théoriquement, on ne travaille pas.
L'actualité de ce mardi, c'est aussi ce coup de rabot concernant les aides aux familles. Le gouvernement souhaite diminuer le déficit de la sécurité sociale. Il prévoit donc différentes mesures à partir du 1er janvier 2015. Alors à partir du deuxième enfant, la prime de naissance pourrait donc être divisée par 3, passant de 923 € aujourd'hui à 308 €. La durée du congé parental pour les mères devrait également être diminuée. Le congé sera toujours de 3 ans après l'arrivée du deuxième, mais seulement si le papa prend 6 mois. Alors du côté de l'UDAF, l'Union des associations des familles, on s'inquiète de ces annonces. On comprend bien qu'actuellement il y a des problèmes financiers et qu'on va y faire des économies, mais diminuer la prime pour le deuxième enfant, la diviser par 3, c'est énorme. Passer de 900 à 300 €, c'est énorme. Il y a une deuxième mesure plus sociétale qui nous préoccupe énormément aussi, c'est l'obligation de partage du congé parental. On ne comprend pas pourquoi l'État se mêle de cette décision qui est purement familiale, à moins que ce soit une manœuvre, parier sur le fait que les parents ne partageront pas le congé parental, donc on va diminuer le congé parental de moitié, et du coup ce serait une économie importante. Et du côté des professionnels de matériel de périculture, on s'inquiète notamment des conséquences que pourrait entraîner cette baisse des aides financières. Marine Fumolo s'est rendue dans 2 enseignes à La Roche-sur-Yon. En soi, c'est, je pense, pas forcément une bonne chose pour nous, puisque effectivement, les 300 €, c'est 300 € de budget en moins pour nos clients. Après, on peut comprendre la position du gouvernement. C'est un deuxième équipement, donc effectivement, il y a déjà une prime qui est versée pour le premier équipement. Il y a moins besoin de choses puisqu'on a déjà investi pour le premier, donc on réutilise effectivement les produits du premier enfant pour le deuxième. Par contre, effectivement, si on fait la même chose pour le premier enfant, c'est là où ça risque de poser problème. Et précisons que le projet de loi de financement a été présenté hier par la ministre de la Santé. D'après le gouvernement, il permettrait 700 millions d'euros d'économies. Mais avant d'être mis en place, ces mesures vont être examinées par le Parlement dans quelques jours. Un mot sur cet accident mortel. Ce mardi, une moto et un poids lourd sont entrés en collision à Fontenay-le-Comte. Face au choc, le motard de 19 ans est décédé. On ouvre à présent le dossier Xynthia. Après 2 semaines et demie, le procès se poursuit au Sables-d'Olonne, notamment avec le directeur d'enquête, celui qui a mené l'enquête depuis la tempête en février 2010. Et aujourd'hui, certains reviennent également sur le mea culpa de l'ancien maire de La Faute-sur-Mer. On retrouve Caroline Tronche sur place. Oui, le fait du jour ici, Edwige, c'était donc les explications du commandant Jean-Marc Raffi qui était chargé en 2010 de coordonner les enquêteurs autour de Xynthia. 4 grandes orientations à retenir de ces 3 ans et demi d'instruction. Un état des lieux quasiment dès le lendemain du passage de la tempête. L'étude de l'urbanisation de La Faute-sur-Mer jusqu'en 2010. Même chose, étude de la fameuse digue Est, celle qui longe le Lay et qui a été submergée. Et puis l'organisation des alertes et les mesures qui ont été prises dans les heures qui ont précédé Xynthia. Bref, un récit très détaillé de 4 heures avec des photos d'archives notamment et que tout le monde a suivi avec beaucoup d'attention. Mais un mot aussi sur le mea culpa de René Maratier. On en parlait hier soir. Je vous rappelle que l'ancien élu a demandé pardon aux sinistrés et aux familles de victimes. Un acte réfléchi mais qui n'a pas forcément convaincu tout le monde. Il leur a demandé pardon pour ne pas avoir eu ces mots et ces gestes parce qu'il lui-même était dans l'incapacité de les avoir à ce moment-là. C'est une manière de répondre aux critiques qu'il a extrêmement douloureusement vécues. On a eu l'image de quelqu'un insensible à la douleur des autres et au fond, il veut dire qu'il a été sensible à tout ça, qu'il n'a pas su l'exprimer et qu'il le regrettait. Il l'aurait pratiqué à l'ouverture de l'audience, j'y aurais été beaucoup plus sensible. C'est dommage qu'il ait fallu qu'il entende tout ce qu'il a entendu pour exprimer ce qu'il a exprimé aujourd'hui. Moi, quand petit garçon, j'allais me confesser, il fallait que je reconnaisse mes péchés avant de solliciter le pardon du prêtre. Demain, nouvelle journée de déposition. On entendra notamment Stéphane Raison, qui était en 2008 le chef du service maritime et des risques à la direction départementale de l'équipement de Vendée et qui, en 2008, donc 2 ans avant Xynthia, alertait déjà sur les risques de submersion qui pesaient sur la commune de La Faute-sur-Mer à cause, je cite, d'un réseau de digues vieillissant.
Merci Caroline, on vous retrouve demain et nous serons d'ailleurs à la moitié du procès puisque les audiences ont débuté il y a 2 semaines et demie et vont se poursuivre encore autant jusqu'au 17 octobre donc. Et rappelons que vous pouvez vous retrouver toute l'actualité du procès en vous rendant sur le site internet de TV Vendée au www.tvvendée, rubrique Actu, dossier procès Xynthia donc. Un mot de politique, Gérard Larcher sera le candidat du groupe UMP à la présidence du Sénat. La désignation s'est déroulée cet après-midi au cours d'une primaire interne. Il y avait 3 candidats, dont Jean-Pierre Raffarin et Gérard Larcher. Donc. Ce dernier devrait donc logiquement devenir le prochain président du Sénat. Rappelons qu'il l'avait déjà présidé. Et l'élection se déroule demain, mercredi. Et puis jeudi, place à l'élection du président du groupe UMP cette fois. Je vous rappelle que Bruno Retailleau fait partie des 3 candidats déclarés. Ce dernier jour du mois de septembre sonne un peu symboliquement la fin de l'arrière-saison. L'occasion pour nous de s'intéresser au bilan de La Roche-sur-Yon, puisque vous le savez, le centre-ville a fait peau neuve. Alors cette nouvelle place a-t-elle relancé l'activité et surtout redonné le sourire aux commerçants? Réponse avec Pierre Delicieux. Pas de doute, cette nouvelle place aura été positive pour le commerce. Après la période morose des travaux du centre-ville, les commerçants font les comptes et retrouvent le sourire. Même pendant l'été, qui aurait pu être une période plus creuse, effectivement, sur La Roche-sur-Yon, même juillet-août, il y a eu beaucoup de fréquentation. Je pense qu'aujourd'hui, on retrouve un certain dynamisme, une certaine fréquentation étrangère. Une véritable aubaine pour les commerçants qui ont vu leur chiffre d'affaires revenir à la normale, c'est-à-dire au niveau de 2012, avant les travaux. Pas d'augmentation donc, mais un chiffre jusqu'à 45% de fréquentation en plus cet été, soit autant de potentiels futurs clients. Il y a les touristes qui viennent visiter la place Napoléon et on a également les habitants, donc les Lyonnais et les habitants de la couronne lyonnaise qui viennent se promener en famille pour voir la place Napoléon et c'est ces gens-là donc qu'il faut qu'on arrive à faire rentrer dans nos commerces. Et c'est des gens qui ne venaient pas donc dans le centre-ville et se promener dans le centre-ville auparavant. C'est des nouveaux clients pour nous, c'est un nouveau flux de clientèle. Cette nouvelle place, projet de l'ancienne équipe municipale, rencontre indéniablement un grand succès et deviendra à l'avenir un prétexte à la découverte des autres lieux touristiques de la ville. Finalement, les animaux ont permis aux touristes de découvrir une ville et ont suscité un intérêt qui amène le touriste à aller vers les animaux, c'est vrai, mais ensuite à partir à la découverte de cette ville. Je crois que les animaux représentent une porte d'entrée pour le tourisme lyonnais et le tourisme de l'agglomération. Une chose est sûre, La Roche-sur-Yon n'aura jamais attiré autant de monde qu'en 2014, grâce notamment à cette place qui en est devenue son cœur, prêt à drainer un maximum de curieux dans chacune de ses rues. Rencontre à présent avec un homme qui a décidé de faire un tour de France avec un objectif, faire connaître l'œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers. Cyril Dehaye est parti le 1er mars de Narbonne, dans le sud. Depuis, il sillonne les villes du pays. Évidemment, sa route l'a amené vers la Vendée depuis jeudi. Il était donc au Sables d'Olonne. Ce jeune sapeur-pompier de 24 ans a démissionné de son poste pour pouvoir effectuer ce périple. Mais il reste évidemment un soldat du feu dans l'âme. Cette association existe depuis 1926, c'est interne aux pompiers et ça existe parce que le métier de pompier n'est pas reconnu comme métier à risque. Et quand un pompier meurt au feu ou en service commandé, sa femme et ses enfants ne sont pas pris en charge par les pupilles de la nation. Mais pas par l'État en gros, et c'est l'ODP qui s'occupe de nos orphelins. Et j'ai décidé de faire depuis actuellement le 1er mars, donc le 1er octobre ça fera 7 mois, que je marche, de faire tout le tour de la France pour faire connaître l'ODP et d'en parler au maximum de personnes tout simplement. Et notez que vous pouvez faire des dons en envoyant vos chèques à l'œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers ou lui proposer un hébergement via sa page Facebook nommée France Pompiers Orphelins Main dans la main. Si vous avez un projet de construction ou de rénovation, ce rendez-vous pourrait bien vous intéresser. Le 3e salon de l'Habitat & Co s'installe à La Roche-sur-Yon à partir de vendredi et jusqu'à dimanche. L'édition 2014 a été présentée il y a quelques jours. L'occasion de rappeler que ce rendez-vous est l'occasion pour les professionnels et les particuliers de se rencontrer. L'objectif de ce salon, précisément, c'est de permettre à la fois aux professionnels du bâtiment, aux particuliers qui ont l'intention soit d'acquérir, soit de faire de la rénovation, et aux côtés également d'une banque mutualiste, de trouver réunis en un même lieu tous les acteurs et tous les éléments
pour devenir propriétaire ou pour améliorer sur le plan énergétique son habitation. Et puisque la décoration reste un élément important dans la maison, notez que l'une des animatrices de l'émission Maison à vendre sera présente sur le salon pour conseiller le public. Et puis les économies d'énergie font aussi partie des préoccupations pour la maison, bien sûr, mais également dans notre quotidien. Aux Herbiers, la quinzaine de l'énergie se déroule jusqu'au 8 octobre. La commune organise un peu partout des événements. Samedi, par exemple, le public pourra donc s'essayer aux voitures électriques. Et dans une semaine, un spectacle Clownex sensibilisera les spectateurs aux énergies. Évidemment, les enfants seront les premiers concernés. Ce que nous avons souhaité avec tous les élus de la communauté de communes, c'est de faire une semaine très concrète pour que ça soit vraiment très pédagogique à destination du grand public et des enfants. Je crois beaucoup aux enfants parce que ce sont les enfants qui sont quelquefois les premiers porte-parole auprès des parents. Et quand un enfant a bien compris qu'il était important d'éteindre l'électricité quand on sort d'une pièce, qu'il fallait bien fermer les robinets d'eau, qu'il fallait faire attention au tri des déchets, etc., je crois que quand le parent n'est pas à la hauteur, il a un petit rappel à l'ordre de la part des enfants. Et on termine ce journal avec la rencontre d'une romancière vendéenne, par ses origines bien sûr, mais des origines qu'on retrouve dans ses livres. France Duclos sort d'ailleurs son second roman intitulé « Contre vents et marées ». Entre son histoire et l'histoire de son ouvrage, elle se raconte au micro de Cyril Guillet. Regardez. France Duclos fait son retour dans les librairies avec un nouveau roman. Paru chez Geste Éditions, Contre vents et marées navigue entre réalité et fiction. Cet ouvrage retrace les souvenirs d'Alice, une jeune fille originaire de Vendée. Son enfance dans un Berlin d'après 1945, son insouciance après une guerre qu'elle croit réellement terminée, pour enfin retrouver sa Vendée natale. Ils sont nés ici, mais ils sont du littoral, donc profondément attachés au bord de mer, etc. S'en suivent des intrigues, effectivement, c'est un roman personnel, amoureuse, fictive, tout ce qu'on veut, plus belle certainement qu'une réalité donnée, plus tragique aussi qu'une réalité donnée, mais toujours rattaché à un contexte de retour maritime. On y revient pour se consoler ou pour être heureux chez soi. L'histoire d'Alice et de son frère jumeau est bel et bien une fiction, mais beaucoup d'éléments de ce livre sont inspirés du parcours de l'auteur, comme la confrontation très jeune à un pays étranger en difficulté, ainsi que son entrée et sa vie au pensionnat. Le côté romanesque s'introduit lui aussi dans une trame qui, elle, est réelle, c'est-à-dire tout le contexte de la jeunesse des gens de ma génération, des filles de ma génération. Enfin, nos parents avaient vécu leur jeunesse pendant la guerre de 39-45, mais ensuite, il y avait l'Indochine, il y avait l'Algérie. Quand moi j'ai eu 18 ans à peine, il y avait encore des copains ou des frères aînés, des copines ou qui partaient faire cette guerre d'Algérie, qui quelquefois n'en revenaient pas. À travers ce roman, France Duclos met en évidence les liens indéfectibles qu'elle a tissés lors de son enfance avec le département qu'il a vu naître, plus précisément avec des lieux comme les Sables d'Olonne ou La Roche-sur-Yon. Et avant de refermer ce journal, on regarde ensemble les prévisions pour demain. Et octobre débutera comme septembre se termine, avec un début de journée sous la brume, mais un soleil radieux au fil des heures. Et les températures resteront encore élevées pour ce début d'automne. La météo complète, c'est tout de suite après ce journal. Quant à nous, on se retrouve évidemment demain pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne.